Bonjour et bienvenue dans Enjeux d'avenir. Le magazine 60 millions de consommateurs a mis le feu aux poudres en mars dernier en publiant une enquête sur la flambée des prix. Depuis, c'est devenu une affaire d'État. Pour faire baisser les prix, le gouvernement souhaite favoriser la concurrence dans la grande distribution. Est-ce la bonne solution? Enjeux d'avenir se penche sur la question. Ici, sur cette zone, eh bien, il y a un groupe d'enseignes qui possède 66% de parts de marché sur cette zone. Les associations de consommateurs dénoncent un manque de concurrence dans la grande distribution. Que peut faire le gouvernement? Les prix vont-ils baisser? Un reportage. Tous les chalets qui sont devant nous sont sur une surface illicite. Tous les moyens sont bons pour gagner des mètres carrés. Quelles sont les méthodes pour s'étendre? Enquête dans les coulisses de la grande distribution. C'est très frais, ça a été tout préparé hier. Les radis, les raves, le persil, les salades. Tout a été préparé la veille. La vente directe du producteur au consommateur est plébiscitée par les Français. Un reportage à Limoges dans un magasin d'agriculteurs. Philippe Askenazi est spécialiste de la grande distribution. Le gouvernement peut-il faire baisser les prix? Un économiste nous répond. En France, la grande distribution est dominée par 7 centrales d'achat. Carrefour, Auchan, Casino, Cora, Leclerc, Intermarché, enfin Système U. Le hard discount, lui, ne représente que 13% des surfaces commerciales. C'est beaucoup moins que chez nos voisins européens. Autre particularité, dans beaucoup de régions, les Français n'ont le choix qu'entre une ou deux enseignes. Alors pour casser ces monopoles, le gouvernement souhaite faciliter l'implantation de nouveaux hypermarchés. Reportage Fabrice Cunet. Ça y est, toutes les zones sont faites là. C'est-à-dire, non pas les zones, les données pour Luc et Christophe, c'est bon, on a tout a été fait? Bon, très bien. Beaucoup de pubs et grande première pour ce cabinet de géomarketing. L'étude qu'il présente en ce mois de mars secoue le milieu de la grande distribution. La concurrence entre les grandes surfaces serait inégale selon les bassins de consommation, mais surtout globalement insuffisante. Alors ici, par exemple, nous sommes en Lozère, nous sommes à Mende, donc vous voyez ici cette carte, la définition de la zone d'attraction de la ville de Mende. Donc ça, c'est l'une des zones de vie que nous avons étudiées, il y en a 630 comme ça. Et vous voyez, quand on regarde ça, on voit que le paysage des magasins est assez clairsemé, et on voit qu'ici, sur cette zone, eh bien, il y a un groupe d'enseignes, il se trouve que c'est le groupe Système U qui possède 66% de parts de marché sur cette zone. Cette situation de quasi-monopole se retrouve selon Asterop dans les 2/3 des zones étudiées. Toutes les enseignes sont concernées. Le constat était souvent avancé, jamais précisément chiffré, alors ce résultat dérange. Je pense que lorsque vous mettez en évidence quelque chose qui finalement, que beaucoup savaient sans vraiment avoir l'ampleur de la réalité, forcément, ça je dirais, tout le monde les réactions sont extrêmement contrastées. Au final, seulement 13% des bassins de consommation présenteraient une situation concurrentielle dite plurielle, un cas unique en Europe. Pour connaître l'impact sur les prix dans les rayons, direction les locaux de l'UFC Que Choisir. Ce matin, l'association de défense des consommateurs présente une enquête comparative. Par exemple, on a vu qu'en Gironde, on a regardé le comportement de 2 magasins Leclerc. Un magasin Leclerc qui est tout seul dans son coin, il vend 9,30% plus cher que un autre magasin qui est en Gironde, mais qui est sur une zone où il a un concurrent. Pour Alain Bazot, pas de doute, imposer une plus grande diversité d'enseignes sur un même bassin de consommation ferait baisser les prix et il se risque même à une estimation sur un an. On a chiffré effectivement que ça pouvait jouer de 300 à 400 € dans les cas maximum entre ce que je vais payer chez un hyper en situation de concurrence et ce que je vais payer chez un hyper qui n'est pas en situation de concurrence. Donc le jeu en vaut vraiment la chandelle en termes de gain de pouvoir d'achat pour le consommateur. À Saint-Ouen-l'Aumône, en région parisienne, 2 grandes enseignes des hard discount se partagent la zone dite de chalandise. En apparence, une situation concurrentielle donc, mais au moment de vider son caddie, on ne se fait pas trop d'illusions. Il y a des magasins qui vont faire moins cher un temps sur un produit, plus cher sur d'autres, et le magasin d'à côté va faire l'inverse. Ça se répercute de toute façon sur à peu près tout, quoi. Comment vous expliquez ça? C'est de la concurrence à leur profit à eux. Pourtant, dans les couloirs de cette grande surface, comparatif de prix et slogan racoleur, mais selon l'UFC Que Choisir, pas de guerre des prix ici malgré les apparences. Les 2 enseignes d'hypermarché affichent globalement
des prix tout juste dans la moyenne nationale. Le nombre ne joue pas si on n'a pas la diversité des hypermarchés. Par exemple, dans certaines zones de chalandise, vous avez 2 enseignes Carrefour qui sont face à 2 Auchan. Dans ce cas-là, les magasins n'ont aucune hésitation à se faire concurrence puisqu'ils savent qu'ils se lancent dans une guerre des prix, c'est 4 chiffres d'affaires qui vont affecter. Donc il vaut mieux dans ce cas-là rester sur un statu quo et essayer d'engranger le maximum de chiffres d'affaires. Alors comment augmenter cette diversité sans augmenter un mètre carré de surface commerciale déjà le plus élevé d'Europe ? Une des solutions avancées, que les enseignes cèdent des magasins à un autre groupe, là où ils en ont installé plusieurs. Jérôme Bédier est le représentant d'une partie de la grande distribution. Il rejette cette proposition. La vraie réponse, ce n'est pas d'abandonner des magasins. La vraie réponse, c'est de permettre à des acteurs qui voudraient venir de le faire. Nous estimons que si le gouvernement envoie un message clair sur le sujet et qu'on a un cadre pérenne qui permettent une meilleure concurrence, ça peut avoir un impact très sensible. Rien que les coûts administratifs, on pourrait gagner jusqu'à 1%. 1% sur les prix dans les rayons pour les uns, 300 € d'économie annuelle selon les autres. Ces estimations font sourire certains professionnels du secteur. Luc Châtel ne se risque pas à ce jeu des pronostics. Les services de Bercy n'ont pas précisément chiffré l'impact des mesures à venir en faveur de la concurrence, mais le ministre affiche ses certitudes. Plus il y a de concurrence, plus les prix sont bas. Aujourd'hui, la France, elle reste relativement chère par rapport à ses voisins, en moyenne 5% de plus que la moyenne des pays européens. Donc ce qu'on veut faire, c'est la législation qui existe dans tous les grands pays d'Europe, c'est-à-dire plus de liberté et plus de transparence dans les relations commerciales. Dans un contexte de hausse des prix des matières premières, la marge de manœuvre est étroite. Le projet de loi du gouvernement est pourtant présenté comme la réponse à la baisse du pouvoir d'achat. En mars, pendant que la ministre de l'économie faisait un déplacement hautement médiatique dans un hypermarché, les prix ont encore augmenté de 0,8%, plus 5% sur un an, du jamais vu depuis près de 20 ans. Nous sommes au marché de Rungis, au sud de Paris. Des milliers de tonnes de produits alimentaires transitent ici chaque année. Philippe Askenazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CNRS. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Les soldes de la loi Raffarin. Alors, on l'a vu dans le reportage, le gouvernement souhaite renforcer la concurrence pour faire baisser les prix. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire renforcer la concurrence dans la grande distribution ? Cette concurrence, ce n'est pas nécessairement couvrir la France d'hypermarchés et de supermarchés, mais simplement de faire un point de menace. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que lorsque un hypermarché craint qu'un concurrent, un autre hypermarché s'installe à côté, eh bien de lui-même, il va baisser les prix pour que le concurrent n'ait pas intérêt à venir sur ce marché-là. Donc c'est vraiment, il suffit juste de lancer une bataille entre les différents distributeurs. Est-ce qu'on a plus de monopoles qu'ailleurs? On sait qu'en Grande-Bretagne, par exemple, le marché de la grande distribution est aussi très concentré. Tesco a plus de parts de marché que Leclerc. Effectivement, lorsqu'on regarde l'ensemble du marché français, ils ne détiennent chacun que des parts qui peuvent paraître relativement modestes par rapport à Tesco, qui est pratiquement un tiers du marché britannique. Mais l'un a le sud-est de la France, l'autre le sud-est, l'autre le nord de la France. Et sur ces zones-là, ils atteignent parfois, avec leurs différentes enseignes, il faut bien voir qu'un groupe, par exemple, comme Carrefour, c'est Carrefour, Champion, ED, ils arrivent à atteindre largement plus que 50% d'un marché local. Et c'est pour cela que le gouvernement actuel, mais même le gouvernement précédent, avait cherché à modifier la législation pour faire en sorte qu'une partie des rentes de ces distributeurs reviennent aux consommateurs. Il y a eu beaucoup de lois, il y a eu 6 textes en 7 ans, c'est énorme. Une nouvelle loi est en préparation, la loi de modernisation de l'économie. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois, ça va marcher, que cette fois, les prix vont baisser ? La loi ne pourra pas empêcher cette flambée des prix. La seule chose qu'elle pourrait potentiellement faire, c'est la ralentir, probablement nous éviter une hausse de 5% des prix alimentaires. Encore faudrait-il qu'elle ait véritablement cette ambition. Et actuellement, le texte est plutôt assez déséquilibré, c'est-à-dire qu'on partirait vers un écrasement des petits producteurs et en même temps pas grand-chose rendu aux consommateurs. Je vous laisse deviner qui c'est qui gagne. La grande distribution est gagnante à nouveau ? Pour l'instant, on a le sentiment
qu'elle n'est certainement pas parmi les perdants. En Allemagne, en moyenne, le panier de la ménagère est 30% moins cher qu'en France. Comment est-ce qu'on explique cet écart? L'Allemagne est dans une situation où ils sont allés encore plus loin sur le discount, c'est-à-dire que à la fois sur l'alimentaire, mais aussi sur les produits électroniques, le discount occupe jusqu'à 50% du marché, alors qu'en France, par exemple, dans l'alimentaire, c'est à peine 13%. En Allemagne, ce n'est pas considéré comme un problème d'aller dans un magasin où il n'y a pas une belle présentation, qui ressemble plus à un marché de Rungis qu'à des très beaux rayonnages, tout cela pour trouver les prix les plus bas. Avec la loi de modernisation économique, le gouvernement revient sur deux grands textes. La loi Galland, qui a permis le développement des fameuses marges arrière, et la loi Raffarin. Au-delà de 300 mètres carrés, les grandes surfaces ont besoin d'une autorisation pour s'implanter. Malgré ces contrôles, c'est la France qui détient le plus grand nombre de surfaces commerciales en Europe. Et ça continue. En 2007, on a construit plus de 3 millions de mètres carrés supplémentaires. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et vous allez voir que pour gagner quelques mètres carrés supplémentaires, certains hypermarchés n'hésitent pas à contourner les règles d'urbanisme. Des images signées Pierre Bonjoseph. Une zone commerciale dans la banlieue d'Orléans. Omar Bijaoui exploite un magasin d'électroménager. Tout allait plutôt bien jusqu'à l'arrivée d'un nouveau concurrent. L'hypermarché situé juste en face de son magasin a étendu ses surfaces de vente. Il s'est mis lui aussi à vendre des télés. L'arrivée d'un géant sur le marché de la hi-fi n'a pas été sans conséquences. Omar Bijaoui a vu son chiffre d'affaires divisé par 3. L'entreprise est en redressement judiciaire. Qui m'enlève du potentiel de la clientèle. Et du coup, moi, j'accuse une baisse dans le chiffre d'affaires et je ne peux pas tenir à long terme. 560 mètres carrés flambant neufs. Le directeur de l'hypermarché nous présente son nouveau rayon. Alors le magasin, il s'arrêtait là à peu près. Il y avait 7 mètres de vide de ce côté-là et autant à l'autre bout. L'informatique, la télévision, l'électroménager. On ne faisait pas du tout de gros électroménagers. On a agrandi tout l'espace culturel. Et on a agrandi tout le bazar saisonnier, c'est-à-dire ce qu'on appelle saisonnier nous, camping, jardinage et rentrée des classes. Ça fait combien de chiffres d'affaires en plus ? Ça représente aujourd'hui les 2/3 de la progression du magasin, c'est-à-dire 10% du chiffre d'affaires à peu près. La direction de la concurrence et de la répression des fraudes s'était pourtant opposée à l'extension des surfaces de vente. Dans un rapport, la DGCCRF estime que la réalisation du projet aurait un impact considérable sur les commerces traditionnels. Plusieurs avis défavorables et pourtant... Voilà un dossier de CDEC par exemple. Jean-Louis Michaud a bien obtenu les autorisations nécessaires. Pour cela, il a fallu convaincre la CDEC, la Commission d'équipement commercial. C'est elle qui contrôle l'implantation des grandes surfaces. La Commission décide d'accepter l'autorisation sollicitée par la S-Bazardis pour le projet d'extension de l'hypermarché Leclerc de Taverne d'une surface de 560 mètres carrés. Cette décision a été prise à 5 voix contre 1. Donc aujourd'hui, Chambre des métiers, Chambre de commerce, tout le monde était favorable au projet. A voté contre la représentante des consommateurs par rapport à l'avis de la DGCCRF. En moyenne, près de 9 dossiers sur 10 sont acceptés. Officiellement, c'est le dossier qui compte, mais les critères sont flous. Pour convaincre les élus, il faut parfois s'investir dans la vie locale. Bon, il y a un bon relationnel, quoi. Chaque fois qu'ils nous demandent un coup de main, on le donne, quoi. C'est la kermesse des écoles, c'est le semi-marathon, on est partout. On doit soutenir 200 manifestations tous les ans, quoi. Donc quand on va leur expliquer qu'on a un projet d'extension, de nouveaux services, de nouveaux rayons, un problème de manque de place en réserve, ça s'explique assez bien, quoi. Ces pratiques n'ont, paraît-il, rien d'exceptionnel. Christian Jacquiot a enquêté sur les coulisses de la grande distribution. Il dénonce un manque de transparence. En contrepartie, il y a évidemment des équipements souvent collectifs qui sont payés, financés par le promoteur. On va offrir à la commune une piscine, une patinoire, une bibliothèque, etc. On paye des ronds-points évidemment.
on va aussi, là aussi, monnayer le fait qu'on se prétend être créateur d'emplois. Michel-Édouard Leclerc a dit lui-même que dans plus d'un cas sur deux, il y a eu corruption politique lors de l'implantation de grandes surfaces. Donc c'est un système évidemment où les élus vont avoir tendance à monnayer leur signature, parce que leur signature vaut de l'or. Vous imaginez que par rapport à une signature d'un élu, eh bien d'un seul coup, on va pouvoir monter des milliers de mètres carrés qui vont être générateurs, bien sûr, de revenus très importants. Entrée, la fête est permanente et les affaires affriolantes. Ici c'est comme au cinéma, où tout séduit, où tout enchante. C'est comme ça, Mais certains hypermarchés ne prennent même pas la peine de solliciter des autorisations. Transformation de réserve en surface de vente, extension sur les parkings. Ces abus, Claude, un ancien commerçant, les constate chaque jour. Tous les chalets qui sont devant nous, ce sont des chalets qui sont sur une surface illicite. Là. Tout ça, c'est illicite. Alors, je vous ferai remarquer quand même qu'il y a les prix sur les... Il y a les prix. Donc, s'il y a les prix, c'est à la vente. Point. Cela fait plus de 10 ans que Claude et Martine traquent sans relâche les surfaces de vente illégales dans toute la France. Selon une enquête de la direction de la concurrence publiée en 1995, la moitié des centres commerciaux seraient en dépassement. Tout le devant du bâtiment de Carrefour, c'est l'extension de la galerie marchande. Toute cette extension a été réalisée sans autorisation d'exploitation. Voilà, donc tout ça c'est illicite au niveau exploitation commerciale. Le couple dirige l'association En toute franchise qui regroupe 700 commerçants indépendants. Nous sommes ici à Marignane, près de Marseille, au siège de l'association, là où sont regroupées toutes les archives. Tout ce qui est en vert, c'est adhérent, gestion de l'entreprise. Tout ce qui est en jaune, c'est les procédures. Et après, tout ce qui est en bleu, c'est par département. Et tout ce qui est en blanc, c'est les procédures de l'État. Leur engagement est lié à leur histoire personnelle. Ces anciens commerçants ont été victimes de pratiques déloyales. Ils multiplient les procès contre la grande distribution, mais les résultats sont plutôt minces. Quelques condamnations et des affaires souvent classées sans suite. C'est ça qui est désolant, c'est qu'on ne peut pas dire un jour on va s'arrêter. C'est on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. C'est un puits sans fond. Voilà, c'est ça le problème. Il y a des moments de découragement, mais Martine et Claude ne baissent pas les bras pour autant. Le couple n'hésite pas à faire des centaines de kilomètres pour se faire entendre. Ce matin, direction le tribunal administratif d'Orléans. Ils ont rendez-vous avec Omar, le vendeur d'électroménager. Le petit commerçant a remporté son procès. La justice a reconnu que l'hypermarché voisin lui faisait une concurrence déloyale. Le rayon d'électroménager doit fermer. Et c'est pas terminé. Le combat continue pour ces petits commerçants. Plusieurs enseignes sont poursuivies pour des implantations illégales. En théorie, les hypermarchés qui dépassent les surfaces autorisées doivent payer 1 500 € par jour et par mètre carré. Aujourd'hui, on en est au stade où c'est comment faire tomber les amendes, parce que ce sont des amendes, c'est des milliards d'euros qui sont en infraction. Et s'ils étaient sanctionnés, eh ben, on aurait une concurrence claire et loyale. Ils ne feraient plus n'importe quoi. Et le couple a fait ses comptes. Il estime que la grande distribution doit 4 milliards d'euros à l'État. La chasse au mètre carré entraîne parfois quelques dérives. Certaines grandes surfaces n'hésitent pas à financer des associations ou à payer des ronds-points, par exemple, pour pouvoir obtenir quelques mètres carrés supplémentaires. Est-ce que c'est normal ? Bon, si vous voulez, c'est une conséquence de ce qu'on appelle la rareté des linéaires et la rareté des mètres carrés. Si bien que actuellement, avoir un nouveau mètre carré rapporte énormément. On l'évalue de l'ordre de 10 000 €, c'est-à-dire un mètre carré, vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est 10 000 € pour une enseigne. Donc vous voyez, lorsqu'il s'agit de créer un très grand magasin, les enjeux financiers sont considérables et effectivement, on est prêt à construire un rond-point, subventionner un club sportif pour obtenir des centaines de mètres carrés. Bon, on ne peut pas véritablement dire que c'est de la corruption, c'est disons une bonne entente entre ceux qui recherchent des mètres carrés et puis ceux qui les accordent. Est-ce que les commissions d'équipement commercial qui contrôlent les implantations et les extensions des grandes surfaces, est-ce que ces commissions sont efficaces à votre avis ?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle efficace. Si leur mission, et c'était vraiment celle qui était inscrite en 1996, lorsqu'on regarde les débats devant le Sénat, où Jean-Pierre Raffarin portait la loi, c'était faire barrage au développement du hard discount. Eh bien, c'est une réussite. À partir de là, ce que l'on constate, c'est dans certaines zones une forme de dérive, c'est-à-dire que puisque au sein de ces commissions siégeaient des représentants à la fois des petits commerçants locaux et des grands commerçants déjà en place, eh bien, les mètres carrés avaient tendance à être accordés à ceux qui étaient déjà en place, donc à renforcer les situations de monopole. La loi Raffarin de 1996 qui freinait l'implantation des grandes surfaces n'a pas empêché la construction de milliers de mètres carrés. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'elle était mauvaise, cette loi? Elle était, alors si vous voulez, cette loi, à nouveau, elle a plutôt eu tendance quand même à freiner les créations de grandes surfaces. Si on va en Espagne, par exemple, il y a eu un boom absolument considérable. En Allemagne, les créations sont aussi rapides. En Italie aussi, aux États-Unis. Finalement, la France est un des pays où les créations ont été parmi les plus faibles. Et pourtant, quand même, par rapport aux autres pays européens, on détient le record de mètres carrés par habitant. Alors ça, c'est totalement faux. Ça fait on n'a pas les mêmes chiffres, hein, Philippe Askenazy, d'ailleurs. Vos chiffres sont contestés. Hein. Alors mes chiffres sont contestés, mais si on se compare par exemple par rapport à l'Espagne, qui est un pays aussi, disons, un petit peu vide comme la France géographiquement, en Espagne actuellement, il y a un boom des grandes surfaces et des prix qui sont spectaculairement plus bas qu'en France. On est là sur des prix qui sont 10 à 20% plus bas qu'en France. Pour faire ses courses, il n'y a pas que la grande distribution, il y a aussi la vente directe du producteur au consommateur. Apparue dans les années 70, elle a de nouveau le vent en poupe. Environ un agriculteur sur 5 vend directement sa production sur les marchés, le long des routes ou encore dans les magasins. Prix, quantité, qualité, les producteurs sont les maîtres du jeu, il n'y a pas d'intermédiaire. Comment fonctionne ce circuit? Les consommateurs sont-ils gagnants? Reportage dans une coopérative à Limoges, des images signées Pierre Bonjoseph. Dans le Limousin, là où l'herbe est plus verte qu'ailleurs, une poignée d'agriculteurs prépare l'avenir. Autour de la table, il y a des éleveurs, des producteurs laitiers, mais aussi des maraîchers. Tous ont un point commun, ils ne font pas appel à la grande distribution. On a l'impression d'aller dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'en essayant de remettre au goût du jour une commercialisation locale de nos produits, on va dans le sens d'une économie de transport, on va dans le sens d'une protection de l'environnement, on va dans le sens d'une production de qualité, et il nous semble que les consommateurs sont plutôt également dans cette démarche-là. Donc reste à savoir comment, là ça va être un vrai souci. Ces agriculteurs faisaient déjà les marchés, mais ils souhaitaient avoir un lieu bien à eux, avec des heures d'ouverture plus larges. L'idée a pris forme à Limoges. Leur magasin fait désormais partie du paysage. « 5h30, Bruno livre ses légumes. Le trajet ne dure jamais très longtemps. Tous les produits viennent des fermes voisines. C'est le principe de la vente directe. Ah oui, c'est très frais, ça a été tout préparé hier. Les radis, les raves, le persil, les salades. Tout a été préparé la veille. Allez, on est direction le magasin. Bruno, l'agriculteur, a plusieurs casquettes. Il décharge la marchandise et s'occupe de la mise en rayon. En ce moment, c'est la période creuse. Les premiers légumes de printemps commencent tout juste à arriver. Des poireaux au radis, tous les produits sont de saison. On n'aura jamais des fraises au mois de décembre, des melons à Noël, des machins comme ça, quoi, ça c'est sûr. Ça n'arrivera jamais. Mais bon, c'est pas plus mal. Après tout, les gens mangent des fruits de saison et des légumes de saison aussi, c'est pas plus mal. Bon courage. Ouais, mais à plus. À plus. Bruno rejoint son exploitation, mais il y a toujours quelqu'un pour prendre le relais. Ce matin, c'est Stéphane qui fait l'ouverture. Ce boucher a travaillé plusieurs années dans la grande distribution avant d'arriver dans ce magasin. On sait que ça vient du producteur et direct au consommateur, donc ça c'est quand même une chose assez importante. Dans la grande distribution, vous ne savez pas d'où ça provient. Vous avez une traçabilité, mais bon, ça vient de partout, quoi. Et là, c'est enfin Limousin, quoi. C'est vraiment Limousin, on le sait. Et voilà. Donne-moi quelques chipolates. Ouais, combien je t'en mets? Oh, mais 26.
6. Monsieur, pourquoi est-ce que vous venez acheter votre viande ici? Parce qu'elle est extra. Et c'est des producteurs fermiers. Je veux leur donner du commerce et les faire travailler. J'ai plus confiance ici que dans les grands magasins. Je sais d'où vient la viande. Dans les rayons, on joue la carte de la transparence. Le nom de l'exploitant est inscrit en toutes lettres. Si la qualité compte, le prix a lui aussi son importance. La vente directe est-elle plus avantageuse pour le consommateur? 2 € les 4 yaourts, les produits laitiers sont plus chers, mais concernant les fruits et les légumes, les consommateurs ne sont pas perdants. 90 centimes pour une salade, 1,50 € pour un kilo de pommes. Au final, les consommateurs s'y retrouvent. C'est non pas boogie-wa, boogie-wa, c'est non pas de gala, boogie-wa, c'est non pas boogie-wa, c'est non pas de gala. Mais il y a un domaine dans lequel la vente directe ne peut pas rivaliser avec la grande distribution. Ce sont les volumes écoulés qui permettent de pratiquer des promotions toute l'année. Ici, on appelle ça faire un coup. On fait rentrer une palette de choux-fleurs, nous faisons juste le prix d'achat TVA et on applique un tarif qui fait plaisir à la clientèle. C'est juste, c'est comme de la pub si vous voulez, c'est pour faire plaisir à la clientèle, mais c'est vrai que nous ne gagnons rien entre guillemets dessus. Nous retrouvons Thierry Gamon, le président de la coopérative, un inconditionnel de la vente directe, moins de stress, moins de pesticides et surtout plus d'argent. L'absence d'intermédiaire lui assure des marges confortables. On est gagnant pour la simple et unique raison, c'est qu'on limite à intervenir. Et aujourd'hui, moi cette salade, elle me sera réglée donc par sa fermière à 0,70, alors que si je l'avais vendue en grande surface, elle aurait été réglée à 0,45. Thierry gagne pratiquement 2 fois plus sur cette salade que s'il passait par une centrale d'achat. La grande distribution, il l'a quittée il y a 10 ans et sans regret. Il y a vraiment un ras-le-bol de la grande distribution. Mais après, il faut que les agriculteurs se prennent aussi en main et puis veuillent faire la démarche. Ce n'est pas une démarche très facile. C'est de diriger totalement ces modes de commercialisation. Et bon, c'est pas facile. Pour l'instant, le pari est réussi. L'année dernière, le chiffre d'affaires de la coopérative a augmenté de 20%. L'ouverture d'un 2e magasin est d'ailleurs prévue pour bientôt. Avant d'atterrir dans les rayons des supermarchés, beaucoup de produits transitent par Rungis, où nous nous trouvons toujours actuellement, Philippe Askenazi. Ces dates ont probablement fait des centaines de kilomètres. Et pourtant, on trouve aussi de la vente directe. Certains produits sont vendus directement du producteur au consommateur. Est-ce qu'à votre avis, c'est amené à se développer? Alors, c'est certainement amené à se développer. Vous avez un progrès technologique évident qui est Internet, qui permet de multiplier. Vous êtes un petit producteur, vous pouvez faire de la vente directe sur Internet et c'est quelque chose qui connaît un vif succès, mais ça reste, si vous voulez, concentré sur certains produits. Ça va être le foie gras du Sud-Ouest, le vin, le champagne, mais on voit bien que ça ne va pas atteindre des chiffres qui vont être très significatif, ça va peut-être prendre quelques pourcents du marché alimentaire, mais ça ne va pas remettre en cause la mécanique qui est que vous allez avoir des grossistes et vous allez acheter en magasin ou auprès de grandes enseignes. Alors la vente directe, elle a des avantages, la qualité du produit, le contact avec le producteur, mais les prix finalement ne sont pas forcément plus bas, on l'a vu en tout cas dans notre magasin de producteurs. La grande distribution continue à pratiquer des prix un peu plus faibles. Alors, la grande distribution arrive à obtenir des prix faibles parce qu'elle met une pression très importante sur les producteurs. Et ces magasins de vente directe, pour les producteurs, c'est une forme de bouée d'oxygène pour arriver à sortir de cette pression des grandes centrales d'achat. On critique beaucoup la grande distribution en ce moment, mais pourtant, vous, moi, tout le monde va faire ses courses dans les hypermarchés. Est-ce que les grandes surfaces ont la tête du coupable idéal? Ils sont, on peut dire, d'une certaine manière coupables parce que leurs profits ont largement augmenté, mais ils ne sont pas nécessairement des méchants au sens qu'ils en veulent aux consommateurs, qui ne pensent que à leur rente. D'une certaine manière, pour eux, une situation où la consommation est tâtonne, où les consommateurs ne veulent plus acheter, c'est une catastrophe pour des commerçants. Donc eux-mêmes sont conscients qu'il faut bouger. Avec la loi de modernisation économique, la réforme de la grande distribution est sur les rails. Enjeu d'avenir, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Public Sénat.